Maintenant, j'aimerais demander, par exemple, à Chirel, c'est quoi l'exemple que vous... Mais lui soufflez pas. Après, si vous aussi, Chirel, je sais pas, on demandera à quelqu'un d'autre. C'est quoi le meilleur exemple, en tant que fille juive religieuse, le meilleur exemple de pain qui est croustillant et pour lequel peut-être la bracha est mésonote? Une brioche pas croustillant. Une baguette. Une baguette, c'est pas très croustillant. C'est vrai que l'extérieur est croustillant, mais dedans c'est de la nuit. C'est pas. Je vous demande dans votre littérature thoraïque. Attendez, vous n'avez pas toutes Chirel, peut-être c'est l'autre Chirel qui a dit, je sais pas. Ouais, c'est pas vous qui avez dit? Non. D'accord. Alors, c'est quoi la définition de... Donnez-moi un exemple vivant, religieux, d'un pain qui, parce qu'il est croustillant, peut-être sa bracha elle est mésonote. Une matzah. Une matzah. Voilà, on vous a soufflé, mais... Une matzah. Une matzah, c'est quoi une matzah? Une matzah, c'est une pâte à pain. Une pâte à lafa, on aurait pu faire de ça une lafa, une pita. Simplement, on l'a laissé au four jusqu'à ce que ça devienne croustillant. La bracha d'une telle chose, en principe, c'est mésonote. J'aimerais vous donner un exemple tout de suite. J'aurais bien aimé, comme l'autre fois, je t'ai venu avec mes petits pains, arriver aujourd'hui avec ces petits gâteaux. Ma femme, elle n'a pas encore eu le temps de les préparer. Peut-être que l'un de ces cours, si j'arrive avec un petit sac en plastique, vous saurez c'est quoi. Il y a, vous vous rappelez, en France, ils vendaient des espèces de petits... Des sticks. Des petits sticks, ouais, exactement. Je sais pas comment vous savez que je voulais dire ça. Avec du Nutella, on trempait ça dans le Nutella et on mangeait. Grissini, ça va, je crois. Grissini. Alors, les grissini qu'eux, ils vendent avec leur Nutella, je sais pas comment ils les font. Ce que je peux vous dire, c'est que ma femme, elle a une recette de grissini. Elle fait donc des espèces qui sont un peu plus gros que ceux qui sont là-bas. Et ils sont très bons. Vous les goûterez un jour, Bezrat Hashem. Ils sont très croustillants. Comment elle fait ça? C'est pas compliqué. Elle prend, c'est elle qui le fait, c'est la cuisinière, donc elle me dit, c'est mamache une pâte à pain. C'est exactement comme une pâte à pain. Comme c'est fin, ça croustille. Voilà, c'est une pâte à pain. C'est vraiment une pâte à challah, c'est une pâte à pain. Si on avait laissé ça moins de temps, gonflé et moins de temps, ça serait devenu des chalotes. Mais comme elle est fait, Keniré, elle ne les laisse pas monter, parce que Keniré ne met pas de levure dedans. Enfin, j'ai oublié de lui demander. Et que elle est trop occupée pour que je demande. Et qu'elle elle met ça au four. Et qu'elle met ça au four jusqu'à ce que ça devienne croustillant. D'un coup, ça devient maison. Quand vous goûtez ça, vous pouvez même pas vous imaginer que c'est une pâte à pain. Parce que ça n'a aucun rapport avec une pâte à pain. C'est un truc, mon vache, aucun rapport. Et ben c'est la vraie pâte à pain. C'est une vraie pâte à pain. Simplement, on laisse ça au four jusqu'à ce que ça devienne croustillant. Ça, d'après tout le monde, c'est mésonote. Ah, mais il n'y a pas de sucre à l'intérieur, ni de jus d'orange, ni de lait, ni rien du tout. Ok. Ça s'appelle mésonote parce que c'est devenu croustillant. Oui, Elisa. C'est une question. Vous avez dit que aussi, même qu'à partir du moment où ça devient croustillant, mais genre, des fois, vous savez, le pain, on est sur la plata, à la fin, on va être grave croustillant. Très bien. Elisa, elle pose une bonne question. Elisa, elle pose une une question que j'aimerais vous... Je ne sais pas si vous l'avez entendue. J'aimerais vous la poser, cette question. Imaginez que je prenne un morceau de pain, une tranche de pain. Je la mette dans un toaster. Bah ouais. Jusqu'à ce que ça se grille. Parce que l'intention, c'est de griller. Comme au début, c'est aussi. Qu'au départ, quand on a fait le pain, je faisais pas attention. Exactement. Comme le pain au début, c'était un pain qui était censé être du pain. Quand on l'a sorti du four, c'était du pain. Pendant un long moment, la bracha, c'était un motzi. C'est pas parce que maintenant, je le mets dans un grille-pain et que ça grille, que ça devient maisonnote. Pareil que, tu prends une baguette, tu l'ouvres en deux, tu mets dedans du Nutella, tu refermes, tu vas pas dire que ça s'appelle que c'est fourré. Donc, voilà. Donc, vous comprenez la réponse à votre question. Une challah, c'est un motzi. Maintenant, mais je la mets dans un grille-pain, je la mets sur la plata, ça devient croustillant. Ok, encore une fois, même quand vous mettez dans la plata, c'est la croûte qui est croustillante. Mais le pain lui-même, il reste malgré tout. Mais même si vous mettez ça, toute la tranche sur la plata, jusqu'à ce que ça devienne croustillant, ça devient un crouton, ça restera un motzi. Parce que depuis le départ, c'était fait pour être du pain. Le fait que maintenant ça devienne croustillant, ça change rien du tout. C'est la cavana en fait. C'est comme les croutons qu'on fait. La cavana, Des fois, on fait des croutons. Voilà, ça restera un motzi. Après, si on met dans la soupe, c'est toute une autre question dont on parlera. Oui. Alors, si par exemple pour une pizza, elle est très croustillante. Oui. Et ben, on fait comment? Si vraiment elle est croustillante au point que pas que la truc, c'est rare. En général, la pâte elle est un peu. Elle est dure. Je dis pas dit dur, je dis croustillant. Pas rire. Si c'est croustillant, croquant, il n'y a rien à mettre. Alors là, ce sera maisonnote. D'accord? Alors maintenant, regardez, j'aimerais rentrer
immédiatement dans le sujet de la matzah. Parce qu'elle a raison, Shirel, une seconde, elle a raison, Shirel, quand elle dit que le meilleur exemple avant les grissini et les je sais pas quoi, le meilleur exemple, c'est la matzah. Alors, une matzah, je vois qu'elle a d'abord une question. Vous avez une question? Mais comme c'est des petits pains au chocolat, même dessus. Donc elle prend une pâte à pain, elle met dedans du chocolat, elle referme, elle met au four. Voilà, ça Abigail, c'est le cours de la semaine dernière, dans lequel on a dit que c'était maisonnote. C'est fourré. Ça s'appelle fourré. Non, mais le met après la cuisson, ouais. Non, avant. Alors, un pain d'olive, un pain d'olive, c'est aussi fourré d'olive. Non, il y a fourré et il y a pétri avec des olives. Souvent, c'est plutôt pétri aux olives. Et à nouveau, c'est pas évident quoi faire sur un tel pain. Ça dépend combien il y a. S'il y a un tout petit peu d'olives, ça reste à moitié. Si vraiment il y a plein d'olives, il y en a qui voudraient dire que ça devient maisonnote. Oui. Et si une personne a fait une challah pour Shabbat, elle met beaucoup de sucre, vraiment on dirait une brioche, une challah. Ah, c'est maisonnote. C'est maisonnote? Oui. Bah oui, ça c'est la première condition. Oui, mais ça veut dire Shabbat et tout, elle fait des challah, on fait tous motzi. Alors Shabbat, dans le repas de Shabbat, comment ça se fait qu'il y en a qui prennent des pains maison qui font un motzi? Très bien. Rappelez-moi, quand je finis la matzah, rappelez-moi de parler de ça, d'accord? Mais c'est ce qu'on a dit au cours de l'autre fois. C'est quoi une armania maisonnote? Tu vas à Angel, tu achètes une armania maisonnote. C'est une armania qui est sucrée. Et pourquoi on fait maisonnote? Parce que c'est sucré. Ah, mais s'il n'y avait pas eu de sucre, ça aurait été un motzi. J'aurais appelé ça du pain, une halal, ce que tu veux. Ok. Non, qu'il y a du sucre, c'est un motzi. C'est maisonnote. Alors regardez, venez, on en arrive tout de suite, rapidement, à l'histoire de la matzah. De la matzah. Une matzah, comme on a expliqué depuis le début. Oui? Vous suivez ou pas? Oui, bien sûr. Une matzah, c'est quoi? C'est une pâte à pain. Une matzah, c'est une pâte à pain. Une pâte à pain que si jamais je l'avais laissée au four pas beaucoup de temps et que ça aurait été un motzi. Et le fait que je l'ai laissé longtemps et que c'est devenu croustillant, c'est censé être maisonnote. La question, est-ce que la matzah c'est vraiment maisonnote ou pas? Mais la matzah, on la laisse pas longtemps. Hein? On la laisse pas longtemps. On la laisse assez de temps pour que ça devienne croustillant. Comme c'est fin en plus, ça devient croustillant rapidement. Hein? On l'a fait tout de suite, donc c'est normal qu'en 2 secondes elle. Oui. Ok, peu importe pourquoi. Ah, ok. Les pitotes aussi c'est fin, les pitotes. Et pourtant c'est... Ah, d'accord. Maintenant, ils font... C'est juste quand t'as Oui, ils font aussi, je sais pas si vous connaissez ça, des matzot rakot, ils appellent ça. Ah ouais, épais. Des matzot un peu plus épaisses et surtout ils font en sorte qu'elles ne viennent pas croustillantes. Elles restent molles. Vous connaissez ça? Il faut les laisser au congélateur à chaque fois pour pas que... Donc regardez, moi je parle maintenant des matzot habituelles, des matzot croquantes. Donc si on se fie à notre principe, tu prends une pâte à pain, tu la mets au four jusqu'à ce que ça devienne croustillant. La bracha, elle est maisonnote. Et Béhémet, c'est la coutume des Sfaradim. Les Sfaradim, toute l'année, à part à Pessah, ils font sur la matzah, Baruch Ata Hashem, Boré, Mene Maisonot. Maintenant, les Ashkenazim, eux, pendant toute l'année, ils font un motzi. Ah ouais? Oui. Alors maintenant, j'aimerais vous poser 2 questions. Et ça va être un sujet très intéressant. Et vous allez voir combien, quand on comprend les choses, après on peut déduire la halakha dans des autres cas. Alors j'aimerais vous poser une question. Auriella, je peux vous poser une question? D'accord. 2 questions. Une pour vous et une pour Aurélia. Alors, d'accord. Alors une pour Auriella et une pour Aurélia. Alors pour Aurélia, la question que je voulais vous poser, oui, c'est vous Aurélia? Pour Aurélia, c'est une question que je voulais vous poser. Peut-être à la fin de l'année, j'arriverai à faire la différence. Pour Aurélia, la question est la suivante. Pourquoi les Sfaradim, pendant Pessah, ils font sur la matzah un motzi, alors qu'on a dit que c'est un pain croustillant? Un pain croustillant, c'est maison, ça change quoi? Et si tu prends, j'allais dire, si tu prends un pain au chocolat à Pessah, est-ce que tu feras un motzi? Non, tu prends pas de pain au chocolat du tout. Mais attendez, laissez-moi parler. Donc, première question pour Aurélia. Si tu prends, pourquoi les Sfaradim, ils font un motzi sur la matzah pendant Pessah? Deuxième question, et celle-là c'est pour Auriella, pourquoi les Ashkenazim, pendant toute l'année, ils font un motzi? Un truc qui contredit complètement la halachot brachot. Dans le Shulchan Aruch, il y a écrit, Sfarad comme Ashkenaz, qu'un pain c'est maisonnote. Par exemple, les pains là que ma femme elle fait les grissini, un Ashkenaz aussi il fait maisonnote toute l'année. Et pourquoi il fait maisonnote? Parce qu'il considère que c'est croustillant. Donc qu'est-ce qui se passe avec la matzah? Que les Ashkenazim d'un coup ils décident, toute l'année on fait un motzi. Mais sur le pain de mie aussi, ils font aussi.
Hein? Attends, tout à l'heure j'ai dit Shirel, maintenant j'ai dit Uriela et Aurélia. Alors une seconde. Après Uriela et Aurélia, si, vous direz. Oui. Les sarrasiques, c'est parce que c'est le pain de la vie. Et alors, c'est le pain de quoi? En Pessah, c'est le pain de la vie. Il a fait. Et alors? Ça c'est une très belle phrase. Maintenant expliquez-moi. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi, on ne peut pas faire maisonnette sur je sais pas, c'est un plan. Non, très bien, vous dites bien, je voulais comprendre un tout petit peu mieux. Vous avez compris ce qu'elle a dit, Aurélia? Il y a que ça. Alors, donnez-moi vous d'autres réponses. Juliette, donnez-moi une réponse. À Pessah, il n'y a que ça. Donc, Et alors? c'est le pain principal, c'est ce qui fait notre repas. D'accord, donc c'est ça, donc vous dites exactement comme Aurélia. Il y a d'autres idées ou pas? Hélène, vous avez une idée? On l'a fait dans notre tête parce que c'est notre pain. Enfin, c'est du pain, quoi. C'est moi aussi. Dans notre tête, c'est. D'accord. Bon, donc ça, vous dites bien. Vous dites, quelqu'un dit quelque chose? Vous avez dit? Non, mais bizarre, c'est particulier, c'est le CDR et tout, on a envie de dire moti, on a envie de. D'accord, alors je vais vous dire, très bien. Vous dites très bien, Baruch Hashem, ça va, c'est. Oui. Je voulais juste rajouter que c'était comme l'histoire du pain qu'on était habitué dans le grille-pain et que ça reste du pain. C'est un peu la même idée que c'est toujours du pain, c'est considéré comme le pain. Vous voulez répondre à la deuxième question? Attendez, j'ai pas encore posé. Attendez. Ça répond pas à la première question, ça répond peut-être à la deuxième, pas à la première. C'était quoi la deuxième? La deuxième, c'est pourquoi les Ashkenazim toute l'année ils font un motzi. La première, c'était pourquoi les Sfaradim ils font un motzi pendant Pessah. Alors regardez, je vais vous dire la réponse. Vous l'avez toutes très bien dit. J'espère que je ne le dirai pas moins bien que vous. Pour celles qui n'ont pas entendu, je répète les réponses qui ont été données. J'ai dit à ma façon. On est bien d'accord que les gâteaux, les pains maisonnotes et tout, on est bien d'accord que c'est du pain. Pourquoi on est bien d'accord que c'est du pain? Comment ça s'appelle en hébreu ces gâteaux-là? Pat, abba, bekisnin. Un pain qui est spécial. Et c'est un pain. Et la preuve, si on mange 216 grammes de gâteau, la bracha qu'on fait, c'est à moitié birkat Amazon. Ça veut dire, je ne suis pas rentré dans ces détails encore, mais juste, ouais, mais juste, je vous lance l'idée. Donc la bracha, donc le pain, en quelque sorte, c'est aussi les gâteaux, c'est aussi du pain. La preuve, je vous répète, tu prends beaucoup de gâteaux, ça devient un motzi. Donc les gâteaux, c'est du pain. Simplement, c'est un pain un peu différent du pain habituel. Donc on va dire, il y a deux rangs. Il y a le rang, c'est le pain naturel, le pain normal, le pain autour duquel on fixe un repas. Et il y a le pain un peu spécial, le pain qu'on amène en dessert, le pain qu'on amène en tant que goûter, le pain spécial. Maintenant, qu'est-ce qui me permet de définir ce qui est un vrai pain ou un faux pain? Eh bien, c'est les conditions qu'on a dit. Si c'est sucré, ben, c'est pas vraiment un vrai pain. C'est croustillant, c'est pas un vrai pain. D'accord. Donc pendant toute l'année, maintenant je vous dis la réponse que vous avez donnée. Pendant toute l'année, on a du vrai pain. Un pain ordinaire, qui est ni sucré, ni croustillant, ni machin. On a un pain normal. Donc la bracha de Hamotzi, sur quoi on la récite? Sur le pain. C'est quoi le pain? On sait très bien c'est quoi le pain. Maintenant, il y a des pains qui sont un peu différents, qui sont croustillants, qui sont fourrés, qui sont machin. Alors on dit, écoute, sur le vrai pain, tu fais Hamotzi. Et sur le pain niveau 2, d'accord, le niveau inférieur, tu fais maisonnote. Donc comme ça, les idées, elles sont claires. J'ai un pain Hamotzi, j'ai des gâteaux qui sont maisonnotes. Maintenant, pendant Pessah, on n'a pas de pain ordinaire qui est au premier plan et donc du coup les autres ils sont au second plan. Le pain de Pessah, très très belle phrase que vous avez dit Aurélia, le pain de Pessah c'est la matzah. La matzah c'est l'echem, au passage vous avez remarqué, l'echem en Nice s'appelle. Un pain de pauvreté, un pain de misère on dit. Donc la matzah c'est aussi un pain. Alors, quand pendant toute l'année j'ai un vrai pain, alors le vrai pain c'est un motzi, la matzah c'est déjà relégué au second rang et ça devient maisonnote. Mais quand j'ai pas d'autre pain, et que mon pain c'est quoi? C'est la matzah. Et que le pain c'est mon pain c'est la matzah. Donc quoi? Donc là mon pain c'est un motzi. Donc quand la Torah elle me dit sur du pain tu fais un motzi, c'est sur la matzah. Donc sur la matzah tu fais un motzi. Vous avez compris? J'ai pas encore tout dit. Pour l'instant, donc ça c'est ce qu'elle a dit Aurélia, très très bien. Donc pourquoi les Sfaradim ils font pendant toute l'année maisonnote? Réponse, c'est écrit en Shulchan Aruch. Un pain croustillant c'est maisonnote. Pourquoi les Sfaradim ils font pendant Pessah? Pourquoi les Sfaradim ils font un motzi pendant Pessah? Les Sfaradim ils font un motzi pendant Pessah, pourquoi? Parce que c'est leur pain. Très bien. Maintenant, j'en arrive à la question d'Uriela. Je crois que je vais me faire incendier par la rabbinite, j'ai pas fait l'appel. Il est où le truc? Non, c'est pas grave. Ouais, pas du tout. De toute façon, vous êtes toutes là, je crois. En dessous du Ah, il y a des photos en plus, Razak. Bah oui, tout le monde est fait. Elle est où le truc? En dessous du rouge. Ah, en dessous du Chumash. Mais d'abord, je pense que c'est plus intéressant d'écouter la réponse de Uriela. Bah, moi je pense que c'est.
C'est parce qu'ils mangeaient vraiment tout le temps, donc... Qui mange tout le temps? Bah, les Vous êtes raciste ou c'est quoi ça? J'ai pas compris. J'ai rien compris, encore une fois. Encore une fois. Non, la vérité, je sais pas. Ouais, encore une fois, j'ai rien compris. Non, je pense que parce que c'est vraiment tout le temps. Alors ils font. Qu'est-ce qui est tout le temps? Bah les Ashkenazim. Ils font quoi tout le temps? J'ai pas compris. La matzah, ils mangent pas tout le temps. Pourquoi ils mangent plus de matzah que les Sfaradim? Ils mangent pas plus que les Sfaradim. Qu'est-ce que vous dites? Non mais ils prennent après aussi. Après Pessah, ils prennent. Mais nous aussi, on prend les Sfaradim. Mes enfants, moi, pendant tout après Pessah, le matin, ma femme leur demande ce que vous voulez pour le petit déjeuner. Ils disent la matzah. Chalevet, c'est quoi la réponse? Mais parce qu'on fait moitié toujours. Hein? C'est comme de par hasard, on fait pas moitié maintenant. Il est fait pour être moitié. J'ai pas compris. Si on fait moitié en Si on fait un moitié pas en Pessah, alors quoi? alors pourquoi on fait pas moitié après? Mais pourquoi je vous ai expliqué? Elle vous a expliqué. Ils sont pas d'accord parce que pour eux. Peut-être que pour eux, on change pas une marque. Attendez, laissez-la parler. Quoi, qu'est-ce que vous dites? Pour eux, ça veut rien dire. Ça veut dire ils font pendant un pétard, alors après ça change. Il a fait mode. Voilà. Kochava, elle a dit une très jolie réponse. Comment ça s'appelle en araméen ce principe? En chinois, comment ça s'appelle en chinois? Non, je rigole. En araméen, vous savez comment ça s'appelle ce principe? Ça s'appelle lo plug. Lo, la med aleph. Bon, ça sert aussi en hébreu. Plug. Non, pas un plug. Plug, P, la med, vav, gimel. C'est quoi plug? Plug, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de faire des différences. Genre, et elle a raison, c'est ça la réponse principale. Pendant Pessah, tu fais mezonot. Enfin, motzi. Pendant l'année, tu fais mezonot. Ouh, c'est compliqué. Déjà, la Torah, elle est assez compliquée comme ça. Si en plus, tu m'ajoutes des différences de machin, de trucs. Ça, c'est l'une des raisons. Très bien. L'une des raisons pour lesquelles les Ashkenazim, ils disent. L'une des raisons pour lesquelles les Ashkenazim, ils disent. L'oplouk. L'une des raisons pour lesquelles les Ashkenazim, ils disent qu'on fait un motzi même pendant l'année, c'est pour ne pas faire de différence entre Pessah et le reste de l'année. Autre réponse que les Ashkenazim donnent, ça je laisse Yocheved nous la dire, parce qu'elle a déjà commencé à la dire. Ouais, parce que. C'était quoi? Ah oui, comme pendant l'année, le pain qu'on met à griller, on ne change pas la bracha. Alors pourquoi on changerait la bracha? C'est ça, c'est très bien. C'est-à-dire, l'autre réponse, c'est de dire, en quelque sorte, hein, j'imagine un peu les choses. Vous savez, parfois vous achetez un petit gâteau, il y a écrit dessus Birkato Mezonot, Birkato, je sais pas, vous connaissez, parfois vous achetez des cornflakes, dessus il y a écrit Birkato, vous savez, vous voyez de quoi je parle? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, pour imaginer un peu la chose, pendant Pessah, qu'est-ce que tu écris au niveau du Hercher? Birkato, à Motzi. Oui? Donc ils veulent dire, les Ashkenazim, dès lors que tu as écrit dessus que c'était à Motzi, ben, ça doit rester à Motzi, quoi. D'un coup de baguette magique, ça y est, ça se transforme, c'est plus à Motzi, c'est Mezonot, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Makara. Voilà, il y a le principe. Ah voilà, alors vous dites qu'il y a le principe, on a expliqué, c'est le pain de Pessah, et ben, eux, les Ashkenazim, ils n'ont pas tellement. Il y a un très grand Rav Ashkenaz, c'est l'un des Gdoléador, il s'appelle le Rav Wosner. Il dit la vérité, il le dit en toute franchise, il dit la vérité, le psak Sfaradi à propos des matzot, il est plus clair que le psak Ashkenaz. Donc venant d'un Ashkenaz, ça va, c'est beau. Mais il dit c'est plus clair, mais il n'empêche, clair, pas clair, il n'empêche que la halacha, les Sfaradim, des Ashkenazim, c'est que toute l'année, ils font un motzi. Donc Sfaradim, ils font mezonot, si on ne mange pas une trop grande quantité de matzah. Ashkenazim, ils font un motzi. Ça c'est, donc on a compris maintenant. Pourquoi? On a tout compris, on a compris. Pourquoi un principe censé être mezonot? On a compris. Pourquoi les Ashkenazim, ils sont bloqués de faire un motzi? On a compris. Pourquoi les Sfaradim, ils font? Pourquoi les Sfaradim, ils font? Mezonot. Non, tout le temps on a compris, mais pourquoi ils font un motzi? Ah ben ça aussi on a compris. Maintenant, question compliquée. Hein? Pourquoi ils sont avec un mois après, on fait pas de maison? Ah, j'arrive, très bien, j'arrive à ça. Maintenant, Ilana, j'aimerais vous poser une question compliquée, vous êtes d'accord? Si je vous amène aujourd'hui, on n'est plus du tout à Pessah, je vous amène aujourd'hui une matzah molle. Vous avez déjà goûté ces matzot? Non, aujourd'hui, pas à Pessah. Aujourd'hui, je vous dis, vous savez, il me reste des matzot molles de Pessah. Non. Une matzah molle, non, attends, on se met d'accord. Une matzah molle, c'est une matzah qui, depuis le départ, quand on l'a faite, ouais, depuis le départ, quand on l'a faite, elle est molle.
On l'a pas laissée devenir croustillante. Genre, elle est sortie du four, elle est pas. Ouais. Voilà. Et elle est molle jusqu'aujourd'hui parce que je l'ai mis au congélateur. Quel bracha vous faites, Ilana, dessus? Vous êtes Sfarad? Ouais, mange pas. Non, vous la mangez? Hein? C'est pas quoi? C'est pas Paris, très bien, pas Paris. Et alors quoi? En même temps, si on va faire du coup dans le personnage, mais après, c'est pas pareil que pas être parce que. Donc, quel bracha vous faites? Ah, aussi. Que vous soyez Sfarad, Ashkenaz, pendant Pessah ou pendant l'année? Ouais. Qu'est-ce que vous dites, Sarah? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites, vous? De toute façon, les Sfarades, ils font des œufs, donc. Pourquoi? Elle vous dit c'est pas croustillant. Vous avez compris de quoi je parle? Je parle d'une matzah qui a jamais été croustillante. Elle sort. Je sais, je connais ces Ok, après vous faites maisonnote. De quel droit vous faites maisonnote? Sur une pita, vous faites quoi? Hein? Dans l'année, bah pourquoi pas maisonnote? Pourquoi pas? Les Sfarades, ils font maisonnote sur les maisonnotes. Sur les matzot croustillantes. Ah, bah. Non, expliquez-moi pourquoi. Pourquoi ne pas faire à moitié? Pourquoi ne pas faire à moitié? C'est une pita, vous faites à moitié? Une lafa, vous faites à moitié? Bien fait. Donc vous êtes d'accord avec Ilana? Bravo. Vous êtes d'accord avec Ilana, Aliza? Vous êtes d'accord? Aurel, vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Bien fait. Bien fait. Alors maintenant, j'aimerais poser une question. Donc, oui, c'est vrai. Donc, puisque ça n'a jamais été croustillant, il n'y a pas écrit dans la Torah, sur du croustillant, tu fais un motzi. Excusez-moi, il n'y a pas écrit dans la Torah, sur les matzot, on fait maisonnote. Il n'y a pas écrit ça. Dans la Torah, il y a écrit quelque chose dans les Chachamim, il y a écrit quelque chose de plus simple. Croustillant, c'est maisonnote. Donc ça, c'est pas croustillant, donc il n'y a aucune raison que ce soit maison, donc c'est un motzi. Mais alors, en vrai, C'est un peu embêtant, c'est un peu embrouillant. Parce que nous, pour nous, on a tout de suite l'impression qu'un pain, c'est quelque chose d'élevé, et que la matzah, c'est quelque chose de fin, et donc mais c'est pas vrai. Je vais vous dire plus que ça. Hein? Oui, mais je vous ai demandé si vous savez de quoi ça a l'air. Je vais vous dire plus que ça. Il y a, vous savez, que dans les Ilchot Bassar Bechalav, d'accord? Là, je fais une petite, je dévie un petit peu du sujet. Je veux vous ramener un enseignement du Rav Yosef Loria, et ça concerne vraiment ça. Vous savez que quand on est en train d'imaginer qu'à la même table, moi je mange de la viande, vous mangez du lait, on a le droit, mais il faut mettre un signe distinctif. D'accord? Un signe distinctif. J'allais dire mettez un micro sur la table, c'est un truc anormal, ça va, c'est un signe distinctif. Le fait est que si je suis en train de donner cours, alors c'est normal qu'il y ait un micro. Donc amenez maintenant ici, je sais pas moi, pour poser sur la table un truc qui n'a rien à voir ici. Hein? Quoi, une trousse? Non, une trousse c'est encore non, une couche de bébé. D'accord? A priori, ça n'a rien à faire ici. Maintenant, les poskim, ils demandent, est-ce que amener un pain à table, ça marche ou pas? Est-ce qu'un pain, c'est un signe distinctif ou pas? bah non, on peut le manger. Aurora, hein? Aurora, elle dit, mais on peut le manger. Donc, c'est pas un signe distinctif. Surtout que c'est habituel, je pense pas Ça, c'est habituel pendant le repas. Voilà. Alors, les poskim, ils disent, ça dépend. Si c'est un repas où tu manges du pain, donc c'est normal qu'il y ait du pain. Mais si c'est un repas où tu manges pas de pain, ni toi ni lui, les deux, ni celui qui mange de la viande, ni celui qui mange du lait, un pain, pas une petite tranche de pain et tout, un pain, ça s'appelle un signe distinctif. Comme ça, il y a écrit. Hein? C'est pas bizarre d'avoir du pain à table. Si vraiment vous mangez pas de pain, qu'est-ce qu'il fait là à table? Vous voyez que c'est assez bizarre. Vous voyez que c'est assez bizarre, Ilana. Vous voyez que c'est assez bizarre pour que Shulchan Aruch considère ça comme étant un signe distinctif. Donc, si vous voulez dire de là, on voit que le signe distinctif, c'est pas que c'est hyper bizarre, ok, dites ce que vous voulez. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Maintenant, il y a une question qui est posée dans les poskim. Est-ce que le signe distinctif, il doit être élevé ou pas? Et je vais vous dire pourquoi c'est hyper important ça. Là, je vous fais encore une petite parenthèse. Bientôt, Bezrat Hashem, vous allez vous marier. Vous toutes, avec des gens de Tzadikim, Yerei Shamayim. Et vous allez commencer à étudier, avant de vous marier, les halachot de la pureté familiale. Dans les halachot de pureté familiale, vous allez voir que quoi? Quand la femme, elle est en période où elle est interdite à son mari, période de nida, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, est-ce qu'elle a le droit de manger à la même table que son mari? Il y a écrit qu'il faut mettre un signe distinctif quand elle est nida. Il faut mettre un signe. Pourquoi? De peur qu'ils en viennent les deux à manger dans la même assiette et qu'ils en viennent après à s'embrasser, etc. Donc, il faut mettre un signe distinctif. Question. Est-ce que le signe... Maintenant, vous comprenez qu'entre lait et viande, il n'y a pas tellement de honte à mettre un gros machin. Mais quand la femme elle est nida, en plus, il y a d'autres gens, on n'a pas tellement envie de mettre vraiment en valeur le fait qu'elle est nida. Alors, la question, c'est, dans tous ces cas-là,
Est-ce que une petite bague, par exemple, la femme elle enlève sa bague, elle la pose entre le mari et sa femme, ou dans le lait et la viande, on pose une bague ça n'a rien à faire sur la table. Ou moi j'enlève ma montre, bon, elle est sur la table, je vois, mais je la pose sur la table. Est-ce que c'est un signe distinctif ou pas? Ah oui, c'est pas habituel de laisser. Alors il y en a qui ont voulu dire que le signe distinctif, il faut qu'il soit volumineux, il faut qu'il prenne de la place. Comme ça, voilà, une bouteille qui n'a rien à faire là, un truc. Pourquoi? Un truc qui n'a rien à faire là. Si tu mets un truc qui n'a rien. De quoi? Une bouteille, c'est à faire. Ça dépend. C'est une bouteille dont on se sert, oui. Mais si par exemple vous avez déjà des bouteilles, et vous avez déjà une bouteille, et à part ça vous amenez Stam à une bouteille fermée, bon, vous comprenez, dans un cas où ça n'a rien à faire, il faut mettre quelque chose d'élevé. Si par exemple vous mettez jamais de pot de fleurs à table, d'un coup, pour faire la différence entre l'homme et la femme, ou entre celui qui mange la viande et celui qui mange lui, et vous amenez un grand pot de fleurs, ça c'est un signe distinctif. Maintenant écoutez s'il vous plaît, il y a beaucoup de poskim qui ont dit que le signe distinctif qu'on met, ça doit être un signe distinctif élevé. Élevé un minimum, une petite. Ça veut dire qu'il soit bien perceptible. Je ne sais pas c'est quoi, c'est bien perceptible. Une petite bague de rien du tout, que Bécochi on voit, ou une petite montre, il faut un truc un peu élevé. Bon, sur ça, le Rav Luria, il ramène dans son livre Les fondements de la cacheroute, il ramène une preuve comme quoi c'est pas la peine que ce soit élevé. Il dit, moi, personnellement, j'ai une preuve qui vient corroborer les propos des poskim, qui dit que c'est pas la peine que ce soit élevé. Je vous lis la preuve, vous me dites si vous comprenez la preuve, si vous êtes d'accord à 100%. Je vous dis la preuve, bon, vous êtes obligé d'être d'accord, c'est le directeur et tout. Mais si vous voulez, on éteint la caméra, vous me dites vraiment ce que vous pensez. Il donne une preuve, le Rav Luria, il dit, moi je pense que c'est pas la peine que ce soit élevé. C'est quoi la preuve? Il y a écrit dans le Shulchan Aruch que l'une des choses qui peut servir comme signe, c'est un pain. Du pain, ça peut servir en tant que signe. Or, le pain, c'est pas forcément élevé. La preuve, il ramène une preuve. Il y a écrit dans la Masechet Psachim, imaginez quelqu'un qui avait des matzot et il avait des pains qui sont chametz. Et ils se sont mélangés. Maintenant c'est Pessah, il sait pas si c'est du chametz, c'est du pain. Il a 10 morceaux, il sait qu'il y en a 6 qui sont chametz, 4 qui sont matzah, il n'arrive pas à reconnaître. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit que les 4 ils sont annulés dans les 6? Est-ce qu'on dit machin? Bref, il y a toute une sougia là-bas pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Dit le Rav Luria, et ça c'est une preuve incontestable. Qu'est-ce que tu vois de là-bas? Que tu peux pas forcément à l'œil nu réussir à reconnaître matzah et chametz. Et c'est très simple, pourquoi? Une matzah c'est 18 minutes, moins que 18 minutes de temps. Du chametz c'est 19 minutes. Plus que 18 minutes, ça s'appelle chametz. L'une d'entre vous est capable de faire la différence entre un pain qui a fait 18 et 19 minutes? Personne. Donc tu vois très bien qu'un pain, tu vois très bien écrit là-bas dans la Gemara, qu'il peut y avoir des pains qui sont totalement identiques à une matzah. Oui ou non, vous comprenez ou pas jusqu'à présent? Donc le Rav Luria il dit, puisqu'il y a écrit en Shulchan Aruch que le pain ça peut faire office de signe distinctif, hors de la Gemara là-bas on voit très bien qu'un pain ça peut être minuscule, ça peut être comme une matzah, ça peut être tout à fait fin. Donc de là tu vois que c'est pas la peine que l'objet soit élevé. Ça c'est la preuve que le Rav Luria ramène. Est-ce que vous êtes d'accord? 100%? Non, parce que c'est une logique mathématique, mais Vous êtes bien d'accord? Ça va être... Hein? Non, mais concrètement, c'est-à-dire si c'est pas assez. Enfin, c'est dans la logique, ok, ce serait vrai, parce que dans ce cas, c'est un pain, alors on rapporte, c'est la même pain, etc. Mais concrètement, ça va rien faire, quoi. Si on a un petit objet tout plat, on va pas le remarquer, puis c'est tout. Donc vous êtes d'accord avec la preuve, mais vous dites, j'arrive pas à comprendre cette halakha, que ça suffit de mettre un truc bas. Bah oui. Moi je vous demande est-ce que vous êtes d'accord avec la preuve. Je répète, la question c'est est-ce qu'on peut avoir un objet qui n'est pas élevé? La preuve du Rav Luria c'est de dire on peut. Pourquoi? Il dit puisqu'il y a écrit dans la Gemara qu'il y a des pains qui ont la même tête qu'une matzah, or une matzah c'est bas. Or le Shulchan Aruch dit qu'un pain ça peut faire office de signe distinctif. C'est bien la preuve qu'un truc tout fin ça peut faire. Attendez, non, avant question. Est-ce que vous êtes d'accord avec la preuve? C'est pas sûr, ça dépend juste si la matzah qui est chametz, est-ce qu'elle est maisonnante, est-ce qu'elle est à moitié ou maisonnante? Qu'importe. Du matzah de 19 minutes, est-ce qu'elle est à moitié ou maisonnante? Qu'importe, là on est. Parce que si d'un coup elle est maisonnante encore, alors c'est pas du pain, du coup ça peut pas marcher. Non, moi je pense que c'est pas peine d'entrer dans tout ça. Qu'est-ce que vous dites? Qui aura? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec la preuve? Encore. Vous n'avez pas compris la preuve? Encore une fois. Vous dites que la matzah c'est un peu plus long que le vrai pain, c'est ça? Non, je reprends. De la Gemara là-bas, où on voit qu'il y a un concept, que tu n'arrives pas à faire la différence entre un pain et une matzah, oui, tu peux déduire que quoi? Que parfois un pain fin comme une matzah, ça s'appelle quand même du chametz. Ça s'appelle du pain donc.
Chametz, c'est le pain. Ou non, il a fait. Donc vient le Rav Luria et il dit, or dans Shulchan Aruch il est écrit que si tu mets un pain entre ceux qui mangent de la viande et ceux qui mangent du lait, et ben quoi? Et ben c'est bon. C'est bien la preuve que même un objet très fin, genre ce pain-là, c'est suffisant entre ceux qui mangent de la viande et ceux qui mangent du lait. Ça c'est ce que le Rav Luria a dit. Est-ce que vous êtes d'accord à 100%? Oui. Alors, en fait, tu peux être d'accord parce que. Dis plutôt des termes du genre. Oui, enfin, j'ai Ouais. pas trop compris parce que la matzah, elle a appelé pain que pendant Pessah. Ouais. Et en dehors de Pessah, alors ça voudrait dire qu'on pourrait mettre des matzot que pendant Pessah. Ah, ouais, vous allez loin, vous, là, dans le truc. Vous avez compris ce qu'elle dit? Le Chavel, elle dit si je dit qu'on peut mettre un pain, c'est vrai qu'on pourrait mettre la matzah pendant Pessah et pas pendant. C'est un peu tiré par les choses que vous dites. Non, moi je vais vous dire tout simplement. À mon avis, personnellement, je l'ai déjà dit au Rav Luria. Hein? Vous êtes d'accord? Moi, je pense que la preuve, elle est belle, c'est joli, c'est très joli cette preuve, c'est sophistiqué. Non, mais pourquoi je suis pas, pourquoi je dis pas que je suis pas d'accord avec la halakha qui dit. Je dis que je trouve pas que c'est une preuve qui est tranchante. Vous savez, parfois quand tu amènes une preuve, t'as une preuve, c'est du solide, c'est du costaud, 100%. Il y a des preuves, c'est mignon, mais c'est pas. Attendez. Pourquoi je pense que c'est pas une très bonne preuve a priori? Parce que, ok, de la Gemara là-bas, qu'est-ce que tu peux déduire? Une chose, c'est que ça existe un concept de pain qui ressemble à une matzah. C'est même pas vrai. Ça existe un concept de chametz qui ressemble à matzah. Ouais. Il y a des matzot chametz. Aujourd'hui, vous allez au magasin, vous allez acheter des matzot, il y a des matzot et d'achari écrit sur chametz. C'est pas pour Pessah, c'est maintenant les gens qui aiment des trucs croustillants. Donc de la Gemara là-bas, tu vois une chose, qu'il y a un concept qui s'appelle matzah, du chametz qui ressemble à une matzah. Bon, même si tu veux appeler ça du pain, ok, ça peut exister un cas où un pain ressemble à une matzah. Ça ne veut pas dire que tous les pains ils sont comme ça. Ça ne veut pas dire qu'à l'époque de la Gemara, tous les pains ils avaient des têtes de matzot. Il pouvait y avoir des cas où tu as fait un pain qui est chametz et qui a la même tête qu'une matzah. Non, de dire que, sous prétexte que ça existe des pains comme ça, de dire que quand Shulchan Aruch dit tu mets un pain entre les deux, il faisait allusion à ce pain bizarre qui ressemble au chametz, pas forcément. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, aujourd'hui, il y a des pains, il y a des pitotes, il y a des lafotes, il y a des machins. Si vous entendez un rav dire, mettez entre l'un et l'autre, mettez un pain. Ok, il n'a pas précisé un pain et pas une pita. Mais je ne sais pas si on peut déduire de là, tu vois bien que ce rav, il pense que même une pita hyper fine. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire il y a différents types de pain. À l'époque d'Agmara aussi, j'imagine qu'il y avait différents types de pain. Donc je ne sais pas. Non, le cas qui est mis en référence dans l'Agmara, où tu as des pains qui ressemblent à des matzot, peut-être c'est des pains bizarres. Ok, ça existe. Mais de dire que quand je ferai au khidi, il faut mettre un pain entre les deux qui fait allusion à un pain bizarre, au point qu'on peut être relais sur les poskim qui sont un truc élevé, je sais pas. En tout cas, vous voyez, moi je vous ramène ça, je sais très bien que je suis en train de dire du Rav Luria et j'ai énormément de respect pour lui. Je vous ramène ça pour que vous compreniez que la halakha, c'est pas toujours tais-toi, écoute chez le directeur Vezéou. Parfois dans la halakha, il y a de quoi réfléchir, il y a de quoi. Quand je vous rapportais la semaine dernière l'histoire du pain au chocolat, etc. D'Afka là-bas, c'était pas intéressant ce cas. Parce que l'autre il disait rien, le Rav en face il disait du vent. Mais vous voyez, c'est intéressant. La halakha, c'est ok, il a trouvé une bonne preuve. Non, est-ce qu'on est d'accord avec la preuve? Pas d'accord. Moi, je peux amener une autre preuve. Lui, il pourra me la contredire. Et c'est ça, des talmidei chachamim, c'est pas des gens qui sans arrêt caressent dans le sens du poil. C'est des gens qui disent à l'autre, tu vois, là, j'ai beaucoup aimé ce que tu as écrit là, mais là, je suis pas d'accord. Là, vous comprenez ce que je veux dire? Et d'Afka, au passage, si je parle de ça, et je vous le dis pas qu'à vous, je dis à des gens qui connaissent pas qui connaissent rien. Les fondements de la cacheroute, c'est un livre très, très, très bien fait. Moi, personnellement, je l'ai lu du début à la fin, et c'est pas mon genre. De commencer à lire un livre en français de halakha, c'est vraiment, vraiment pas mon genre. Mais j'ai adoré ce livre. Pas chaud, des références précises, des cas bien réfléchis. J'ai adoré ce livre. Je vous dis la vérité, quand j'ai des élèves qui me demandent sur cacheroute, machin, qu'est-ce que je leur conseille? Je leur dis tout de suite, fondement de la cacheroute, sur mon site, souvent je le cite. Pas chaud, très très bien fait. Mais voilà, dans les lignes là-bas, il y a un truc avec lequel je comprends pas 100% ce qu'il a voulu dire. El Baria, on a le droit. Maintenant, tout ça donc pour vous dire que les gens, ils s'embrouillent parfois. Et d'un coup, quand on leur parle de matzah, de lechem, ils pensent que le pain c'est un truc épais et qu'un truc fin c'est pas du pain. Non, tu peux avoir une matzah très fine qui est un motzi. Donc je rebondis sur la question que j'ai posée à Sarah. Une matzah qui est molle, et ben c'est un motzi. Tout le monde est d'accord avec ça? Il a fait. Alors maintenant j'aimerais poser une question. Qui n'a pas encore participé? Moi. C'est qui moi?
Vous avez participé, il y a aussi Léa qui va participer. Alors Eden, on va vous poser une question très difficile. D'accord? Très difficile. En Israël, alors maintenant attention à chaque mot parce que je pèse mes mots. Quand je dis en Israël, c'est pas j'aurais pu dire ça en France. Je dis en Israël. Je me trouve en Israël. D'accord? Pessah est terminé. Donc après Pessah chez les Marocains, c'est la fête. La Mimouna. Maintenant, moi, Mishumma, le soir, après Pessah, j'ai beaucoup langui le pain. Et j'aimerais faire un motzi, et j'aimerais manger du pain. Donc, comment je vais trouver mon pain? Soit je vais faire des queues gigantesques à Angel, jusqu'à ce que je trouve du pain. Soit je vais acheter de la farine et je fais. Soit je suis quelqu'un, pas ultra dans les trottes Pessah. J'ai congelé du pain au congélateur, je suis reposé sur la vente du Hametz. Peu importe quoi, le soir de Pessah, à l'issue de Pessah, j'ai envie de manger du pain. Question, est-ce que je fais sur mon pain? Non, n'importe quoi. Alors là, j'ai complètement tort. Encore une fois, je suis quelqu'un, moi j'ai pas les nerfs d'aller faire la queue pendant 1 heure. D'accord? J'ai pas les nerfs pour aller acheter de la farine, tout l'inverse de ce que j'ai dit. Je suis très religieux, donc j'ai pas gardé mon pain au congélateur. Bref, le soir de Pessah, j'ai pas de pain. Qu'est-ce que je fais? J'aimerais manger de la matzah. Pessah est terminé, les étoiles sont sorties, la Havdalah a été faite, les voisins font la mimouna, Akol Tov et fait. Moi maintenant j'ai faim, avant de replier la vaisselle, j'aimerais manger de la matzah. Alors Eden, est-ce que je fais sur cette matzah un motzi ou mezonot? Pessah est terminé, laissez s'il vous plaît Eden parler. Réfléchissez. En attendant notre Eden aussi, elle peut nous dire ce qu'elle en pense. Eden. Ça dépend de quoi? Ça dépend si la personne elle est séfarade ou ashkénaze. On a dit qu'un ashkénaze toute l'année, il fait un motzi. Donc s'il est ashkénaze, il fait un motzi. Je suis d'accord avec vous. Et s'il est séfarade, c'est que la Pessah qui fait mezonot. Donc Pessah est fini, il fait mezonot. Mais non. Non, c'est que la Pessah qui fait un motzi. Pessah qui fait motzi et toute l'année il fait mezonot. Donc là c'est fini Pessah, alors il peut faire mezonot. J'entends. Venez, on voit ce que Léa elle dit. Qu'est-ce que vous dites Léa? Ben moi j'aurais dit les deux. Mezonot. Donc vous êtes d'accord avec Eden? Si vous posez la question. D'accord. Attends, et l'autre Eden, qu'est-ce que vous dites? Je pense qu'il doit faire moitié parce que s'il est séfarade, c'est encore son pain. Il peut pas encore, s'il a pas encore rangé sa vaisselle et tout, ça va être difficile d'acheter du vrai pain. C'est encore le pain principal. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez dire Juliette? C'est son pain principal, il a pas de pain. Très bien. Qu'est-ce que vous dites? Regardez, exactement. Hein? Qui n'est pas d'accord avec qui? Je n'ai pas compris. L'essentiel, vous n'êtes pas d'accord, mais avec qui? Avec Eden Malko, je suis pas d'accord. C'est laquelle Malko? C'est moi. C'est vous. Alors vous n'êtes pas. Ok, arrête une seconde. Regardez, j'aimerais, s'il vous plaît, commencer à vous expliquer ça. Viennent les poskim, et ils disent ce que dit Eden, pas Malko, comment elle s'appelle l'autre Eden? Comment? Ben Samoun. Alors les autres poskim ils disent comme Eden Ben Samoun et comme Juliette comment? Ederi. Ils disent comme ça les poskim. Ils disent, regardez, et c'est pour ça que c'est important de comprendre. Il faut comprendre la logique, sinon on s'embrouille. B'etzem, en principe, quel bracha on devrait faire sur la matzah mezonot toute l'année. Pourquoi on fait un motzi pendant Pessah? Parce qu'on n'a rien d'autre. Donc du coup, qui est-ce qui occupe la place principale en tant que pain? C'est la matzah. Très bien. Alors, si j'étais à Paris, c'est pour ça que je précise, je suis en Israël. Si j'étais à Paris, surtout si c'est les gens qui mangent le pain des goïms ou machin, tout type de combine, etc. Disons que je suis à un endroit où il y a plein de pain. Donc ça y est, Pessah est terminé. Je suis libre si je veux de descendre au magasin, acheter du pain. Les gens qui veulent avoir du pain, ils s'en débrouillent en 5 minutes. Donc très bien. Donc le pain, il reprend la place principale. Et la matzah, elle redescend de niveau. Donc dès que Pessah est terminé, les Ashkenazim, elle a raison, Eden, ils continueront aussi toute l'année. Mais pour un Sfarad, dès que Pessah est terminé, le pain, il revient à motzi, et la matzah redevient mezonot. Par contre, quand je suis en Israël et que c'est très très dur jusqu'au lendemain matin de se trouver du pain,
parce qu'il faut faire des queues absolument gigantesques. Et il faut vraiment avoir les nerfs, il faut vraiment aimer le pain. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, eh ben, pour l'instant, la plupart des gens, ils n'ont pas encore de pain. Donc c'est quoi leur pain ce soir pour quelqu'un qui a faim? C'est la matzah. Donc ça reste à motzi. Comme ça, beaucoup de poskim me disent, au passage, une petite histoire très jolie. Le shamash de Rav Mordechai Eliyahu, celui qui accompagnait le Rav Mordechai Eliyahu, il raconte qu'un jour, le lendemain, le soir de Pessah, il se promène comme ça, il voit des très grandes queues devant Angel, le magasin de pain. Alors le shamash, il dit au Rav Mordechai Eliyahu, il dit ouais, c'est des bouffons ceux-là, machin, quoi, ça va, 7 jours ils n'ont pas mangé de pain, ça y est, maintenant ils se jettent sur le pain, machin, etc. Vous savez ce qu'il a répondu au Rav Mordechai Eliyahu? C'est pour la différence, c'est la mitzvah, genre. Il dit regarde-moi cette tzadikim. Ils sont pas capables de tenir 1 minute sans pain. Et pourtant, pendant 7 jours, ils ont tenu en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez la différence de perception. Ils aiment le pain, ils ont envie, regarde, au lieu de regarder c'est des bouffons, on leur dit tout au contraire. Ils aiment beaucoup le pain, la preuve, ils n'arrivent pas à s'en tenir 1 minute dès que Pessah est fini. Et tout Pessah, ils ont bien tenu. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour dire que C'est pas une mitzvah de manger juste après? Alors, il y en a qui disent que c'est bien de manger juste après pour montrer que toute la raison pour laquelle jusqu'à présent on n'a pas mangé, c'était chez Misa. Mimouna. Maintenant, regardez. Maintenant, oui. Maintenant, j'aimerais vous poser une autre question. Ouais, expliquez-lui, mais voix haute qu'on profite tous. Jusqu'à là, il fait un moitié et c'est pas grave. Jusqu'à le lendemain matin, on fait encore le moitié aussi. En Israël. Si on est en Israël. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Dans quel cas, même en France, je dirais aux gens, le lendemain de Pessah, de continuer à faire un motzi. Et chaque année, quand ça se passe, ça. Très bien. Il y a des années où Motzei Shabbat, ou Motzei Pessah, C'est samedi soir. ou Motzei, voilà, Motzei Pessah, non. C'est vendredi soir pour un Israël. Voilà. Vendredi soir, mais il y a Shabbat. Voilà, il y a Shabbat juste après. Donc là même en France, personne ne peut aller acheter du pain. Personne ne peut dans la vaisselle en plus. Donc là même les Français, qu'est-ce qu'ils ont? Il rajoute. Pendant un jour, ils sont obligés de continuer à manger de la matzah. Ils n'ont rien d'autre à table que de la matzah. Quel bracha ils feront sur la matzah? Qu'ils soient Sfarad ou Ashkenaz, Sarah? Qu'ils soient Sfarad ou Ashkenaz, quel bracha ils feront? À moitié, c'est ça leur pain. Il a fait. Maintenant, Ilana, elle vient avec une bombe atomique. Ma mashkacha, une bombe atomique. Moi aussi j'en ai une. Hein? Moi aussi j'en ai une pour après. Pour après. Alors on commence par la bombe atomique, mais gardez-la, Sarah. Alors n'oubliez pas de nous la dire. Vous suivez? Sarah, Ilana, elle vient avec une bombe atomique et elle dit comme ça. Il paraît qu'il y a une opinion qui dit que sur la matzah, on continue même les Sfaradim à faire un motzi jusqu'à Pesach Sheni. Pesach Rishon, c'est donc le Tetvav Nissan. Pesach Sheni, c'est Tetvav Iyar. Vous savez c'est quoi Pesach Sheni en 2 mots? Pesach Sheni, c'est les gens qui étaient impurs pendant Pesach Rishon et qui ne pouvaient pas amener manger leur korbanot. Akadosh Baruch Hu, il leur a donné une séance de rattrapage, possibilité de quand ça? En Iyar. 1 mois après, bidio, le temps de se purifier. Maintenant, Ilana, il dit, moi j'ai entendu qu'il y a des poskim qui disent que même pour les Sfaradim qui disent que toute l'année on fait maisonnote sur la matzah, mais entre Pesach Rishon et Pesach Sheni, malgré tout, pendant 1 mois, la matzah, elle reste à motzi. Alors, d'abord, est-ce que c'est vrai qu'il y en a qui disent ça? C'est vrai. Le Rav qui a dit ça, parce que j'en connais pas beaucoup, le Rav qui a dit ça, c'est le Rav Mordechai Eliyahu. Le Rav Mordechai Eliyahu, lui, il dit, il y a tenu, il a insisté avec cette opinion, que entre Pesach Rishon et Pesach Sheni, la matzah, ça reste à motzi. Et après Pesach Sheni, allez, ça redevient maisonnote. Maintenant, est-ce que l'une d'entre vous est capable, intelligemment, halachiquement, de m'expliquer cette halakha? Est-ce que vous pouvez, Aurel, m'expliquer cette opinion du Rav Mordechai Eliyahu? Pourquoi entre Pesach Rishon et Pesach Sheni c'est un motzi? Moi j'ai essayé de vous expliquer, vous aussi, et Aurélia, et tout le monde a essayé d'expliquer le sens de pourquoi la matzah elle serait parfois maisonnote, parfois un motzi. On a essayé de comprendre, tant bien que mal. Mais l'opinion qui dit tout Pesach plus jusqu'à Pesach Sheni c'est un motzi, après c'est maisonnote. Qui peut m'expliquer cette opinion? Aurélia va m'expliquer peut-être cette opinion. Hein? Vous n'avez pas d'idée? Qui a une idée? Alisa, vous avez une idée? Le truc en arabien là. Le ploug. Ah, le ploug, je veux bien. Le ploug en chinois. Le ploug, je veux bien. Mais je veux bien à une condition. C'est que vous le disiez pour toute l'année. Là, bien sûr que ploug.
Là, vous faites ploug que pendant Pessah Rishon jusqu'à Sheni, oui, après non. Il n'y a pas là de l'eau ploug. Alors, Bechavod, Aura, vous m'avez pas dit, vous m'avez pas. Non, je sais pas. Ça se trouve, je sais pas, mais peut-être j'ai une idée. Essayez, hein, c'était. Disons que jusqu'à Pessah Sheni, on attend qu'il y ait une nouvelle récolte de blé pour être sûr que la farine et tout ce qu'on va utiliser pour faire du pain, c'est sûr que c'est pas. Ça n'a pas été vendu, quoi que ce soit mal vendu, des trucs comme ça. Mais quel rapport avec la moitié aux maisonnotes? Tu comprends les élèves? Pourquoi? Ça m'a été vendu, alors ne mange pas. Hein. Pourquoi tu fais maisonnotes? Ne mange pas. Qui se cache derrière? C'est Rivka derrière? Rivka, qu'est-ce que vous dites? Je vous vois pas. Qu'est-ce que vous dites, Rivka? Vous arrivez à expliquer l'opinion du Rav Mordechai Eliaou? Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, j'arrive pas à comprendre cette opinion. C'est pas que j'ai pas essayé. J'arrive pas à comprendre. Jusqu'à Pessah, c'est encore pas jusqu'à Pessah Sheni. Oui, il y a Pessah aussi que. Ah, je vais vous dire. Écoutez bien. Sur quoi il fait base pour dire? Ah, écoutez bien. D'abord, je vous raconte une petite histoire. Que vous compreniez. Le seul Rav à dire ça, c'est le Rav Mordechai Eliaou. Attention, c'est pas Kashour au Ben Ishraï. Une fois, il y en a un qui m'a dit, moi mes beaux-parents, ils font à moitié jusqu'à Pessah Sheni. Je dis pourquoi? Sur la matzah, il dit parce qu'ils font comme le Ben Ishraï. Je leur ai dit, montre-moi un Ben Ishraï qui dit ça. Alors il a été demandé à ses beaux-parents, il dit non, on fait comme Rav Mordechai Eliaou. Je leur ai dit, ah ok. Alors ça, aucun rapport avec Ben Ishraï. C'est vrai que Rav Mordechai Eliaou, il fait beaucoup de choses selon le Ben Ishraï, mais ça veut pas dire qu'à chaque fois que Rav Mordechai Eliaou il ouvre la bouche, c'est le Ben Ishraï qui parle. Donc aucun rapport avec le Ben Ishraï. C'est pas un psak du Ben Ishraï. C'est un psak du Rav Mordechai Eliaou lui-même. Il prétend que le Rav Ezra Atia, qui était le très très grand Rosh Yeshiva de Porat Yosef, qui était le Rav du Rav Ovadia et le Rav du Rav Ben Zion Abba Shaul et le Rav du Rav Mordechai Eliaou, il prétend Rav Mordechai Eliaou que le Rav Ezra Atia était d'accord avec lui. Maintenant, écoutez bien. Pourquoi a priori ce psak il a, a priori, je répète avec beaucoup de respect, pourquoi a priori il n'a aucun sens ce psak? Parce que si on disait que la raison pour laquelle on fait un motzi pendant Pessah, c'est parce que Pessah, tu comprends, d'après la Kabbalah, non, si on disait il y a des hashpaot, machin. Alors tu pourrais dire, entre Pessah Rishon et Pessah Sheni, il y a des hashpaot dans le ciel, du mois de Nissan, Iyar, je sais pas exactement quoi, tu pourrais dire. Mais c'est pas ça. Nous on a expliqué. La matzah c'est maisonnote, un point c'est tout. Pourquoi c'est un motzi pendant Pessah? Parce que pendant Pessah on n'a pas de pain. Si tu as du pain, le Rav Mordechai entre Pessah Rishon et Pessah Sheni, il mangeait du pain. Il allait à Angel, il achetait du pain. Et nous tous aussi. Donc quel rapport? Pourquoi d'un coup à Pessah Sheni, pourquoi pendant cette période-là où tu as du vrai pain, pourquoi la matzah elle serait un motzi? Le Rav Ovadia, quand il a. Donc le Rav Ovadia, ce psak-là, comment il s'est fait diffuser beaucoup ce psak du Rav Mordechai Eliaou, à part pour les très proches du Rav Mordechai Eliaou, il y a un sefer sur les Chod Brachot d'un voisin à vous qui habite ici à Arnof, qui s'appelle le livre Vezot Abracha. Vous avez déjà lu? C'est un livre bleu comme ça. Vezot Abracha, un très bon livre sur les Chod Brachot. Et là-bas, ce Rav, donc souvent il ramène pour les Sfardim, pour les Ashkenazim. Il dit là, matzah tatata. Après il dit d'après Rav Mordechai Eliaou, entre Pessah Rishon et Pessah Sheni, c'est un motzi. Maintenant, le Rav Ovadia Yosef, il a écrit un livre sur les halachot brachot. Ce livre-là, il s'appelle Chazon Ovadia sur Tou Bishvat. Comme à Tou Bishvat, il y a plein de fruits et tout, il a saisi l'occasion, Tou Bishvat, de parler des chot brachot. Il parle là-bas de beaucoup des chot brachot. Et entre autres, il parle de la bracha de la matzah. Et entre autres, il explique qu'après Pessah Rishon, ça y est, après Pessah, ça redevient maisonot. Là-bas, il ramène l'opinion du Rav Mordechai Eliaou, et vraiment, il le descend complètement. Ça veut dire, avec des termes, vous savez, le Rav Ovadia, quand Alacha il s'énervait, il n'était pas Merachem sur la personne contre laquelle il s'énervait. Il écrit là-bas des termes, vraiment, il fait un règlement de compte, quoi. Mamash, il écrit des termes du genre, il y a quelqu'un qui se croit être un rave et qui se permet de. Mamash, des termes comme ça, un peu difficiles, quoi. Maintenant, en tous les cas, il dit, c'est des bêtises, tout ça, bien sûr que ça reste un motzi. Comme ça, Rav Ovadia dit. Ouais, maisonnote. Maintenant, évidemment, ça a fait du balagan, parce que les gens, ils ont été voir le Rav Mordechai Eliaou, t'as vu ce que le Rav Ovadia écrit de toi. Le Rav Mordechai Eliaou, il a préféré rester en silence. Bref, ça a fait un peu, il y a des gens qui aiment toujours tout faire mousser. Bon, en fait, c'est qu'une question de halakha, c'est une marloquette de halakha. Mais comme le Rav, il s'est exprimé de façon un peu sévère, donc du coup, ça a fait un peu de. Mais kitzo. Maintenant, écoutez l'histoire. Écoutez l'histoire, parce que vous êtes obligés d'écouter. Vous êtes obligés d'écouter. Ah, je bouge trop, je suis désolé. Je bouge trop. Je pense, mois ou années après, il y a une nouvelle édition du Vezot Abracha qui est sortie. Vous écoutez pas? Il y a une nouvelle édition du Vezot Abracha qui est sortie. Vous savez, les livres, par contre, c'est les nouvelles éditions. Nouvelle édition.
Alors moi je me suis dit, dans cette nouvelle édition, j'aimerais bien regarder s'il a à nouveau ramené le psak du Rav Mordechai Eliyahu. À l'époque, les deux Rabbanim étaient vivants, et le Rav Ovadia et le Rav Mordechai Eliyahu. J'ai dit, bon, peut-être que maintenant Rav Eliyahu va changer d'avis, on ne sait jamais. Peut-être que le Rav Ovadia il l'a convaincu. Je me suis dit, on va regarder. J'ouvre la nouvelle édition, je cherche la matzah, et le psak du Rav Mordechai Eliyahu, il a disparu. Il n'y a plus de Rav Mordechai Eliyahu sur la matzah, que c'est à Motzi jusqu'à Pessah chez lui. Donc je suis désolé, Ilana, il n'y a plus ce psak là. Viens, attendez. Maintenant, moi je me suis dit, ok, donc déjà, Kaniri, il y a eu une transformation. Maintenant, est-ce que ça, il a transformé parce que le Rav Eliyahu a changé d'avis, ou est-ce qu'il a enlevé parce que le Rav Eliyahu lui a dit de changer d'avis, hein? Oui, parce que Rav Ovadia il a dit ça aussi. Ou est-ce qu'il a fait en honneur pour Rav Ovadia? Je ne sais pas. Maintenant, une fois j'avais un sujet de Hilchot Brachot important dont je voulais parler avec lui, donc je l'ai appelé. On a discuté d'un sujet de Hilchot Brachot, et au passage, je lui ai dit, je peux vous poser une question, j'ai vu dans la nouvelle édition, il n'y a plus le psak du Rav Mordechai Eliyahu. Pourquoi tu n'as pas mis l'opinion du Rav Mordechai Eliyahu? Il m'a dit une phrase que j'ai adorée. Il m'a dit, moi je ne suis pas heureux que mon livre, il ait été l'objet, le sujet d'une tellement grande histoire. Parce que quand Rav Ovadia ramène l'opinion du Rav Mordechai Eliyahu, il y a un Rav Kitatata rapporté dans Vezot Abracha. Il dit, je suis pas content, moi, j'ai pas envie que mon livre, à cause de mon livre, il y ait des marloktot. Donc je sais pas si Rav Eliyahu a changé d'avis ou pas, ça m'intéresse pas. Moi je vois que Rav Mordechai Eliyahu il a changé d'avis. Moi je vois que ça fait des marloktot, j'ai pas envie, donc j'ai effacé. Maintenant, combien cette histoire que je vous raconte maintenant, elle m'est restée dans mon esprit, quand quelques années après, il y a eu un attentat à Marseille. À Marseille, il y a un terroriste, un arabe, qui s'en est pris avec un couteau, qui s'en est pris à quelqu'un qui priait, qui venait de sortir du Beth Knesset. Il y a eu un miracle, cet homme-là, il a vu que le couteau arrivait, il a posé un livre comme ça, c'est le livre qui a été poignardé et pas l'homme. Et il y avait une photo, ils ont montré une photo de ce livre avec de ce livre poignardé. Ce livre-là, c'était le Vezot Abracha. Moi personnellement, peut-être j'ai des bêtises, hein. Peut-être que j'ai l'esprit un peu trop. Moi personnellement, je vois ici quelque chose de gigantesque. Quelqu'un qui a été prêt à effacer un psak. Moi j'aurais été à la place de ce Rav-là, enfin, je sais pas, mais peut-être. Je me serais dit, grâce à moi, ça me fait de la pub pour mon livre. Parce que tous les gens qui ont commencé à parler de Rav Ovadia, Rav Mordechai Eliyahu, tout de suite, Vezot Abracha. Très bien, ça aurait fait de la pub pour mon livre. Lui au contraire, il veut pas de pub, lui il veut juste une chose, qu'il n'y ait pas de marloktot en Israël. Combien ce Rav-là qui a fait tellement attention qui fait tellement attention à faire en sorte qu'il n'y ait pas de marloktot et qu'il n'y ait pas de machin, et ben son livre-là, il a été protecteur, il a protégé quelqu'un de la mort. Donc moi, pour moi, c'est une image très très forte. Je vous répète, peut-être aucun rapport, peut-être que machin, les gens qui aiment bien avoir tête sur les... Ok, en tout cas, c'était l'histoire. Maintenant, je vais vous dire, moi je suis pas du genre, quand j'entends un psak bizarre, à ne pas essayer quand même de comprendre. J'ai été voir le fils du Rav Mordechai Eliyahu, parce que le Rav Eliyahu était déjà plus en vie quand j'ai commencé à vouloir vraiment m'intéresser. Je lui ai dit, je n'arrive pas à comprendre le psak du Rav. Donc j'en ai parlé avec lui. Je vous dis la vérité, aucun argument fort. Le premier argument, il me dit, bah, tu vois bien que les Ashkenazim me disent toute l'année faire un motzi. Donc ça va, c'est pas si bizarre de ça que ça de dire que pendant un mois on fait. Je lui dis, bah si, parce que si tu es Ashkenaz, c'est toute l'année. Après il me dit au moment où il y avait après il me dit au moment où on faisait le Korban Pessah, et ben le Korban Pessah c'était fait sans Chametz. Je lui dis, bon, on fait comme ton Rav, Baya. Mais une fille dont son Rav n'est pas Rav Mordechai Eliyahu, je lui conseille pas de faire ça. De faire un motzi, je lui conseille de faire Mezonot et à la Mechia, à moins que vous ayez mangé 216 grammes, ou à moins que vous mangez aussi du pain ou quoi. Mais je vous conseille pas parce que c'est un psak que personnellement j'arrive pas à comprendre. Et vous inquiétez pas. Il y aura des psakim dans lesquels je vous dirai, Ravantel il dit ça, mais tout le monde, personne n'a compris, donc ne faites pas comme ça, vous comprenez. Oui, il y a des questions maintenant, avant la bombe atomique, on l'attend celle-là de Sarah. Mais c'est pas grave, d'abord il y a des questions. Alors, Bechavot, qui veut poser la question en premier? Oui, Bechava. Comment on peut savoir, à l'œil nu, c'est combien à peu près de 116 grammes? À l'œil nu, c'est très difficile, ça dépend de chaque espèce, de chaque chose, de chaque... Mais disons qu'une tranche de pain, c'est environ 30 et quelques grammes. Une lahmania, par exemple, en général, c'est environ 120 grammes, quelque chose comme ça. Ah, donc la lahmania comme ça, là, on n'a pas besoin de faire... Une petite lahmania maisonnote, vous faites pas aussi. Si vous en prenez deux, oui. Non, si vous en prenez deux, vous faites un motzi. Oui. Si moi je fais déjà entre Bessar et Bessar Chéni, je fais motzi. Ça dépend c'est quoi vous faites déjà. Si vous faites déjà, parce que votre père il vous a dit c'est comme ça que nous on fait, voilà, notre Rav c'est Rav Mordechai Eliyahu. Hein? Votre Rav c'est Rav Mordechai Eliyahu? Non.
Bon, alors je sais pas, alors revoyez votre halakha. C'est-à-dire, dites à votre père, papa, j'ai entendu aujourd'hui à un cours, vous entendez? Dites à votre père, papa, j'ai entendu à un cours que cette opinion, c'est une opinion très très rare, qu'aucun autre possède apparemment des Eliyahu l'a dit. Donc on prend le risque de faire des brachot en vain. Parce que attention, si vraiment c'est Mezonot et que vous faites un motzi, c'est brachot en vain. C'est ça que c'est très embêtant. Oui. Je suis Sfarad, mais toute ma famille elle fait un motzi qui connaît sur un matin. Et que moi je suis pas du tout énerve de faire ça. Est-ce que non, mais ça c'est un mina qui est bizarre. La birka, je pense qu'ils n'ont pas raison. À moins qu'à chaque fois ils mangent des grandes quantités ou machin, mais sinon je pense qu'ils n'ont pas raison. Non, vous pouvez pas faire comme vous n'allez pas faire comme les autres. Moi j'ai pas dit que vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est le milagre de votre famille. Là j'ai dit à Juliette, comme il y a un rave qui dit ça, alors ok. Mais aucun rave Sfarad dit que toute l'année on fait un motzi sur les matzot. On n'est pas posté comme ça en tout cas. Bah, ils font comme les Ashkenazim. Non, mais vous êtes Sfarad. Vous êtes Sfarad. Et du coup, à Pessar Chéni, Vous devez faire Mezonot. Je peux faire des fois. Vous devez faire Mezonot. à Pessar Chéni, on fait aussi sur la maison. Après Rav Eliyahu et d'après vous, après votre père, c'est un motzi. Si je l'arrête. Non, c'est Mezonot. On attend avec impatience la question ou la. Allez, Raoud, s'il vous plaît. Hein? Allez, Raoud. Non, en fait, des fois, ouais, pour les séjours à Pessar. Et on fait des. Enfin, quand on fait ça, on fait la Memouna. Ouais. On va voir enfin, on paye, l'envoie ses. On paye quoi? C'est Magic Green, ouais. Ça, il cache les sous avant. Ouais, très bien. Dans une boulangerie à côté. Mais c'est pas en Israël, c'est en Grèce. Ok, je connais. Est-ce que la matzah, donc j'ai fait ça, enfin à la Memouna, il y a plein de pains, bon, il y a un gars, il veut manger. Ah, vous dites, dans l'hôtel, le seul pain qu'il y a, c'est de la matzah encore? Non, justement. Ils amènent du pain là-bas? Il y a plein de pains, oui, il y a plein, des pizzas. Alors la matière redevient maison? Mais non, puisqu'il y a du pain. Donc le pain, il réoccupe sa place. Et la matzah, elle retrouve sa place. Comme ça. Donc on a compris, on a tout parlé, on a parlé de la matzah en long, en large, en travers. Je pense pas qu'on pouvait. Hein? Vous vous rappelez de parler de la quoi? Chala motzi. Ah, la chala motzi, Chazak. La chala motzi. La chala motzi, les trois conditions. Ah, très bien. Ah, regardez. La chala motzi. On a dit le premier cours de Hilchot Brachot, pour celles qui étaient là, que un pain qui est sucré, depuis le départ, c'est un pain dans lequel on a pétri la pâte avec du sucre ou tout style de choses du genre. La bracha, c'est quoi? Mezonot. C'est clair ou pas? Donc, une petite lachmania dans laquelle il y a du sucre, tu goûtes, il y a du sucre. On avait expliqué qu'il y a une différence Sfarad Ashkenaz. D'après Sfarad, même si le goût il est un petit peu perceptible, c'est Mezonot. D'après les Ashkenazim, il faut que le goût soit beaucoup perceptible pour que ce soit Mezonot. Non, c'est pas le contraire. D'après les Sfarad, si le goût est un peu perceptible, ça devient Mezonot. D'après les Ashkenazim, il faut que son Ikar Arbé soit beaucoup perceptible. Maintenant, regardez, il y a des pains en Israël qui sont vendus qui s'appellent des pains Chatsi Metukim. Chalot Chatsi Metukot. Des pains à moitié doux. Ça veut dire ils sont doux, mais un petit peu. Tu ne ressens pas vraiment le goût du sucre. Tu ressens un peu, pas beaucoup. Donc ça, c'est ce qu'on appelle que le goût est perceptible, mais pas beaucoup. Donc pour les Ashkenazim, ça restera à moitié. Tant que le goût n'est pas largement perceptible, tu fais à moitié. Et Sfaradim, ils vont dire non, il suffit que le goût soit un petit peu perceptible, reconnaissable, pour que tu fasses Mezonot. Donc le pain, ne faites pas l'erreur, quand vous allez acheter une challah, l'irvot Shabbat, pour votre repas de Shabbat, ne faites pas l'erreur d'acheter une challah Chatsi Metuka, à moins que vous soyez Ashkenaz. Si vous êtes Sfarad, vous devez faire un motzi sur un pain à motzi, pas sur un pain Mezonot. Or, dans ce pain, comme on ne reconnaît pas beaucoup le goût du sucre, la bracha est Mezonot. Et la bracha pour les Sfaradim, oui, est Mezonot. Attendez. Maintenant, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de familles, surtout en France, dans beaucoup de boulangeries, le pain, ils le font tous très sucré, machin. Il y a beaucoup de familles dans lesquelles, au repas, ils amènent un pain qui est à motzi, qui est Mezonot. Ils amènent un pain qui est matok ou qui est Chatsi matok. S'ils sont Ashkenaz et qu'il est Chatsi matok, en baya. S'ils sont Ashkenaz et qu'il est très matok, c'est un problème. Mais s'ils sont Sfarad et qu'il est même un peu matok, c'est un problème. Alors sur quoi les gens se reposent? Alors tout d'abord, sachez que moi je ne conseille pas de faire ça. Moi je vous recommande d'acheter un pain, au moins pour manger votre kabetza, un pain ou de faire un pain, excusez-moi. Ouais, c'est vrai qu'ici les filles font le pain le Shabbat et kol hakavod. Le pain, je vous conseille de le faire sans trop de sucre, de sorte à ce que la bracha soit à motzi. Maintenant,
Alors, est-ce qu'on peut quand même légitimer un petit peu les autres? Il y a un Rav qui s'appelle le Sha'arei Tshuva. Lui, il légitime les choses de la façon très simple. Il dit, il y a un concept qui s'appelle Kviut Seuda. Ça, on n'en a pas parlé. Si vous êtes Sfarad, ça va être très simple. S'il y avait eu des Ashkenazim, ça va être très compliqué. Il y a un concept qui s'appelle Kviut Seuda. Alors, je vous le dis en deux mots. Voilà, je vous le dis en deux mots. Kviut Seuda, ça veut dire que même quand tu prends du mésonote et du vrai mésonote et que tu en manges une certaine quantité, oui, qu'est-ce qui se passe? Ça devient un motzi. Ça devient du pain. Pataba bekisnin, ces fameux gâteaux là. Attention, pas couscous ou des pâtes, pas des choses qui ont été cuites à l'eau, des choses qui ont été cuites au four, un peu comme du pain, simplement il y a du sucre dedans ou quoi. Si tu en manges 216 grammes, tu fais un motzi. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord. Vous suivez? Tout le monde est d'accord que si tu manges 216 grammes de lahmania mésonote ou 216 grammes de pizza, par exemple dans la pizzeria là où vous avez été, une part de pizza c'est, si mes souvenirs sont bons, 80 grammes je crois, ou 90. Donc, non, ouais, deux parts et un petit quelque chose, vous avez 216 grammes. Si vous mangez ça, vous faites un motzi dans tous les cas. Même si vous sentez le goût du lait à l'intérieur, vous faites un motzi. Vous prenez 4 pains au chocolat, 216 grammes à peu près, arba betsim, et ben vous faites un motzi. Ça, c'est ce qui s'appelle kviut. Oui. Est-ce qu'on avait l'impression d'en manger un peu? Très bonne question. C'est un cas un peu compliqué, mais une seconde. Venez. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, vous ferez Birkat Amazon. Maintenant, rappelez-moi vous aussi à l'occasion de parler de votre question, c'est une question intéressante. Juste venez, on finit parce que j'aimerais vraiment finir. Donc, encore une fois, si vous prenez des choses qui ont été cuites au four, ça peut être du pain, ça peut être du pain bien sûr, ça peut être des gâteaux, et que vous mangez 216 grammes de la chose, ça s'appelle Kviut Seuda. Maintenant, Kviut Seuda pour les Sfaradim, c'est pas très compliqué. On considère que c'est 216 grammes, ça veut dire Arba Betsim. 216 grammes, on considère que c'est Kviut Seuda. Les Ashkenazim, ils ont des trucs très compliqués. Ils disent, si tu manges un tout petit peu de ce gâteau, mais que tu l'accompagnes avec des œufs et du poisson et de la viande et machin, donc tout s'associe. Pour les Ashkenazim, c'est compliqué. Pour les Sfarad, c'est pas compliqué. Pour les Sfaradim, hein, pour les Sfaradim, on voit si tu manges 216 grammes de mésonote. Maintenant vient le Sha'arei Tshuva, écoutez bien s'il vous plaît, et il dit donc qu'est-ce qui ressort de ce qu'on vient de dire? Que quand tu as une kviut, c'est quoi kviut? Quand tu es kovea seuda, quand tu fixes ton repas sur le gâteau, quand tu manges 216 grammes, c'est que tu fixes ton repas dessus. Quand tu fixes ton repas sur quelque chose, ça devient un motzi. Et bien le Sha'arei Tshuva vient avec un gigantesque ridouche, bombe atomique là, comme j'ai dit aujourd'hui, et il dit le Shabbat, le repas de Shabbat, c'est un repas tellement important qu'en soi, ça s'appelle une kviut, ça s'appelle une fixité. Et donc, même si tu manges 60 grammes de pain mésonote, ça devient un motzi. C'est un repas important, c'est un repas fixe. C'est un chidouche. Pas tout le monde du tout était d'accord avec lui. Et moi, je vous conseille de ne pas vous reposer sur ça. Mais vous avez quand même sur qui vous reposer si vous voulez. C'est-à-dire si on mange beaucoup de pâtes, on fait à moitié. Non, les pâtes, j'ai dit exprès. J'ai dit exprès, les pâtes, elles sont cuites dans l'eau. J'ai pas parlé de pâtes, j'ai pas parlé de. Le riz, ben, sûrement pas. Le riz, c'est les fachottes. Enfin. Alors, c'est quoi quelle mésonote? De quoi? Sur quelle mésonote tu fais Je vous ai dit, tous les mésonotes qui sont au four. Ça veut dire tous les. Vous mangez 216 grammes de gaufrettes, faut le faire, hein. Vous mangez 216 grammes de gaufrettes, vous faites un motzi, Birkat Amazon. Oui. Moi, on me disait, c'est c'est moitié de mésonote, la pizza, tu te laves les mains, tu fais un bras de mésonote et après tu fais du riz. Il y a quelque chose comme ça. C'est très compliqué à dire ça. Pourquoi Juste là, je vais vous dire pourquoi je suis pas d'accord avec ça. Oui. je suis dans une Seuda, ok, je mange ça, mais je crois qu'après ça fait 260 grammes. Le pain que vous mangez? Non, c'est les gâteaux que vous mangez? Vous mangez 216 grammes de gâteau? Bah, je sais pas, des chocolats, des pains au chocolat, Si vous mangez 216 grammes de gâteau, et que vous savez depuis le départ, vous devez faire un motzi, Birkat Amazon. Ah ça c'est sûr. Les Ashkenazim ils sont beaucoup. Hein? C'est la question de Eden. Qu'est-ce qui se passe quand le cas où vous ne pouvez pas manger? Mais attendez, j'aimerais juste avant. Ça c'est un cas très pratique, je vous expliquerai. Mais j'aimerais d'abord que vous compreniez un truc. Regardez. Maintenant je redemande votre attention à toutes avant qu'on finisse. Il y a un point important. Votre cas, vous ferez le calcul de vous-même, si vous voulez, je vous aiderai à le faire. Il y a une question très importante qui se pose. C'est là que j'aimerais que vous compreniez. Imaginez que j'ai un gâteau qui a une des trois conditions. Imaginez, donc par exemple, une brioche. Elle n'est pas croustillante, elle n'est pas machin, juste il y a beaucoup de sucre à l'intérieur. Donc, d'accord, qu'une des trois conditions. Est-ce que je dirais, une des trois conditions, donc, il y a 2 chances sur 3 que ce soit du pain, une chance sur 3 que ce soit du gâteau.
donc je ferai un motzi. Ou est-ce qu'on va dire non, je fais mésonote? Vous comprenez ma question? Si j'ai un gâteau qui a les 3 conditions, et il est croustillant, et il est sucré, et il est fourré, alors là c'est évident, d'après tous les rabbanim c'est mésonote et bezéou. Si j'ai un gâteau qui a une ou deux des 3 conditions, par exemple il est croustillant, il est sucré, mais il n'est pas fourré. Donc d'après 2 rabbanim ça devrait être un motzi, d'après 2 rabbanim ça devrait être mésonote et un motzi, et à la mechia. Mais d'après le 3e, ça devrait être quoi? Un motzi. Est-ce que dans ce cas-là, je dis on fait un motzi et birkat, ou est-ce que je dis on fait les autres? La vérité, c'est vos gâteaux à toutes. Tous les gâteaux que vous mangez tous les jours, c'est pas des gâteaux qui ont 3 conditions en général. Non. Vous faites mésonote ou un motzi dessus? Mésonote. Pourquoi vous faites c'est la question maintenant. Pourquoi vous faites mésonote et pas un motzi? Parce qu'on mange pas plus de 200 grammes. Hein? 216 grammes. Ok, mais il n'y a que les 3 conditions. Non, parce que aussi, on fait la bracha rabona, donc ça, même si on mange toute la journée, on peut... Oui, mais pourquoi vous ne faites pas dessus un motzi? Encore une. Oui, mais ouais, parce qu'on fait qu'une condition. Mais pourquoi on fait que comme une des 3 conditions? Vous avez compris ma question? J'ai été demandé à 3 rabbanim, c'est quoi la bracha sur tel gâteau? Celui qui me dit, on va par rapport à croustillant, il me dira tu dois faire un motzi parce que celui-là n'est pas croustillant. Celui qui me dit on va par rapport à fourré, il me dira tu dois faire un motzi, c'est pas fourré. Il n'y a que celui qui me dit que comme il y a de la pâte, dans la pâte il y a du lait, qui me dira que tu fais mésonote. Pourquoi je fais mésonote? Pourquoi j'écoute pas les 2 rabbanim? Après Rabim et Atot, on devrait aller par rapport au rov. Vous comprenez la question? On va faire birkat et ce sera... Très bien, faites birkat. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites birkat? Et si vous faites la mechia, pourquoi c'est pas bracha là? Il a fait... Vous avez compris la réponse? Voilà, je m'arrête sur ça, mais je veux que vous compreniez la réponse. La réponse, Juliette, elle l'a donnée. Combien, si j'envisage que ce gâteau, s'il vous plaît, si j'envisage que ce gâteau, c'est quoi? C'est un gâteau. Combien de brachot je fais en tout et pour tout? De laquelle? Il a fait. Si par contre je considère que ce gâteau c'est du pain, combien de brachot je fais? 5. Non. 3. Non. 2 pour Netila, un motzi et 4 du Birkat Amazon. Il y a 4 dans le Birkat Amazon. Ça fait 6. Vous ne suivez pas là, c'est dommage. Mademoiselle Abigail, c'est dommage. C'est dommage. Il y a 6 brachot. J'ai un gâteau. Il y a certains chachamim qui me disent c'est mésonote, d'autres qui me disent c'est un motzi. Si je dis que c'est un motzi, je vais faire 6 brachot. Si je dis que c'est du gâteau, je vais en faire 2. On a un principe, ça fait que brachot, lesquels on préfère dans le cas du doute en faire 2 qu'en faire 6. Donc on fera mésonote et à la mechia. C'est pour ça que dans le cas de Yocheved, quelqu'un qui dit j'ai un doute si ce gâteau, si cette pizza elle est mésonote ou un motzi. Mais je préférerais lui dire de faire mésonote et à la mechia que de faire un motzi. Voilà, ça c'était la halacha.